Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé le cap de la nouvelle année. Moi, ça s'est passé super et puis du coup, je me réjouis de démarrer cette nouvelle année 2023 avec vous. Et puis pour cette première vidéo de l'année, cher public, je me suis dit on va aborder quelque chose d'un petit peu différent. On va partir dans une thématique qui est celle du crowdfunding, de comment on peut financer son projet au démarrage, parce que nous, on est passé par là très récemment. Puis je me suis dit que ça serait cool de faire un petit retour d'expérience, vous montrer un peu les coulisses de Kickstarter, c'est l'outil qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en dessous de la vidéo, puis moi j'y réponds avec grand plaisir. Donc voilà, je m'appelle Steph, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Design Sprint Ltd. On est spécialisé dans l'innovation, donc ça c'est notre site web, vous nous trouvez sur design-sprint.com. On est spécialisé dans ces workshops d'innovation depuis déjà 8 ans et on travaille avec beaucoup de grandes entreprises, mais aussi de startups, et on les aide en fait à démarrer leurs projets d'innovation, faire du prototypage rapide, du design, etc. Donc on travaille autant avec des entreprises qui sont déjà bien implantées ou des startups qui ont des idées innovantes. Donc voilà, on s'est rendu compte ces dernières années que ça fait 8 ans qu'on fait ça, puis que finalement, on a de la peine à montrer ce qu'on fait, pas parce qu'on aime, pas parce qu'on veut pas, mais surtout parce qu'on peut pas. On signe beaucoup d'accords de confidentialité, de NDAs, etc. On doit payer beaucoup d'argent si des choses sont révélées, bien sûr, très tôt dans le projet. Puis du coup, on peut pas montrer ce qu'on fait pour nos clients. Donc on s'est dit, le mieux, ça serait qu'on ait un projet à nous, qu'on pourrait vous présenter et puis vous détailler un petit peu les différentes étapes par lesquelles on passe, etc. Donc cette idée, on l'a toujours eue depuis des années. Et puis, il y a justement 8 ans, on a eu une idée qui était de créer un nouveau produit qu'on a appelé à l'époque Genius Lucky, enfin qui s'appelle maintenant Genius Lucky aussi. Ça veut dire l'esprit des lieux en latin. Et puis l'idée, elle est très simple, donc on l'a fait, ce projet. C'est des médailles en acier inox, comme ça, vraiment hyper solides, indestructibles, qui sont gravées avec un QR code que vous voyez ici. Et puis, si je vous montre notre nouveau site, voilà. Le but de ce projet, c'est que ces médailles-là, on puisse les mettre dans des lieux d'intérêt. Par exemple, pour valoriser une tour ancienne, le sommet d'une montagne, un café historique, une fresque. Enfin voilà, on peut imaginer dans plein d'endroits. Puis derrière la médaille, on a imaginé toute une plateforme, en fait, avec une application très facile d'utilisation qui permet de créer du contenu, etc., etc. Et entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a pu le faire, ça a passé 8 ans. Pendant ces 8 ans, on a beaucoup observé, puis on a designé des choses. Donc on a commencé vraiment en 2022, où là, on avait et les sous, et envie de le faire, et un peu de temps pour le faire. On s'est dit, go, on y va. Puis du coup, là, on s'y est mis à fond sur le projet, surtout durant l'été 2022. Donc, on s'est dit, voilà, quel est le moyen de tester rapidement en fait l'intérêt du public pour notre projet, et puis aussi de gagner un peu de sous rapidement, parce que c'est ça le problème d'une startup, c'est que tu veux la financer, tu veux en fait gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, puis t'as pas forcément un produit ou quelque chose à vendre à ce moment-là. Donc en fait, on s'est dit, c'est une bonne idée de faire en fait du crowdfunding. Donc, je sais pas si c'était vraiment une très bonne idée, on pourra en parler, de lancer le projet avec le crowdfunding, mais en tout cas, voilà, on l'a fait, on a réussi le crowdfunding, et puis le projet maintenant est lancé et bien lancé. Donc, il y a aussi du très positif grâce à ça. Donc voilà, on va découvrir tout ça. Donc bon, tu vas me dire, le crowdfunding, c'est quoi? C'est simplement du financement participatif. Donc là, je suis sur Google. On voit tout de suite que le but, ça va être de financer ton projet grâce au fric des autres. C'est un peu ça l'idée. En investissant le moins possible de ton propre argent, mais d'avoir des gens qui payent pour t'aider et pour lancer ton projet. Donc en fait, moi, je suis basé en Suisse. Puis là, tout de suite, quand je vais sur Google, je vois qu'en Suisse, la première plateforme qui sort, c'est WeMakeIt, qui est la plus célèbre au niveau suisse. Puis après, voilà, il y a plusieurs plateformes qui existent. Donc, nous, en Suisse, on a tout de suite considéré WeMakeIt. Et puis, on s'est dit, on n'a pas envie d'aller avec WeMakeIt parce que il y avait un aspect qui nous embêtait un peu, c'était le côté pas très international. Puis nous, au contraire, notre projet de ces médailles, c'est quelque chose qui est destiné à être utilisé dans le monde entier. Puis on s'est dit, c'est pas donner un très bon signe qu'on limite ça juste à la Suisse. Et puis du coup, on voulait s'étendre plus largement. Donc c'était un peu la raison pour laquelle on a disqualifié WeMakeIt. Je pense que c'est très bien. Et puis si vous avez un projet très local en Suisse, ça peut très bien fonctionner. Mais nous, on était un petit peu retenus par cet aspect-là. On a aussi considéré Ulule en France. L'avantage, c'est que c'est en français. Mais du coup, ça marche dans le monde francophone. Alors, j'ai pas creusé plus que ça, un peu pour les mêmes raisons que WeMakeIt. On s'est dit qu'on voulait pas aller sur Ulule pour pas se restreindre trop. Et puis même si
A posteriori, je me rends compte que ça aurait été peut-être utile de communiquer en français, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais du coup, vu qu'on voulait partir tout de suite international, on s'est dit, on va aller avec le grand nom, celui qui a créé finalement le domaine du crowdfunding, la première plateforme célèbre, et on est parti avec Kickstarter. Voilà. Donc, on a lancé le projet sur Kickstarter. Alors, pourquoi est-ce que c'était peut-être un choix de merde? Je sais pas. Je suis pas hyper content du choix de Kickstarter. Mais en gros, au moment où on y a réfléchi, ça nous semblait être une bonne option. Déjà, Kickstarter a l'avantage d'être le premier de ce type. Donc, la première fois de ce type. Donc, quand on dit on lance un Kickstarter, les gens savent de quoi on parle. Et puis, il y a un côté très presque un peu noble de dire je me lance sur Kickstarter. Donc, on trouvait ça assez cool. Ensuite, voilà, quand tu vas sur la homepage, tu vois qu'il y a plein de gros chiffres qui font envie. Tu vois ce projet-là, machin, celui-ci, il a été fundé, donc il a été financé à plus de 200%. Super, donc ils ont déjà gagné 4000 francs suisses, alors qu'ils ont un objectif de 2000. Tu te dis c'est super. Mais après, si tu vas voir d'autres projets Kickstarter, ils te font encore plus rêver. Et tu vois des projets qui sont, voilà, par exemple ça, dit Ice Throw, je sais pas ce que c'est. Voilà, ils ont gagné 48 000 francs, donc dollars, c'est pareil, hein, sur un objectif de 5000. Donc tu te dis, waouh, c'est génial. Puis ils te mettent en avant ces success stories. Évidemment, ce qu'on te montre pas, c'est tous les projets qui échouent, qui sont en fait beaucoup de Kickstarter. Et puis, mais ça, on te les montre pas malheureusement, et on te montre les projets qui ont gagné. Alors bon. Un autre problème un peu de Kickstarter auquel nous on a été très vite confrontés, c'est au final la langue. Il faut bien vous dire que finalement, les premières personnes qui vont vous soutenir, et nous, c'était vraiment notre cas, c'était au final nos amis. C'était des gens qui nous connaissent, qui nous aiment, etc. Et puis, je me suis rendu compte, un peu malgré moi, c'est que j'ai beaucoup de mes amis qui parlent pas anglais ou pas bien, ou même ma propre famille n'a pas pu participer au Kickstarter parce que c'était tout en anglais. Ils parlent pas anglais et ça leur parlait pas du tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête quand tu te lances. Les premières personnes qui vont t'aider, c'est normalement des gens que tu connais, c'est ton cercle proche, des amis, ta famille, et trouve une plateforme qui sera facile d'utilisation pour eux. Puis Kickstarter, pour moi, n'était pas un choix idéal. Un autre problème auquel on a été confronté avec Kickstarter, vous voyez, je vous dis tout ce que j'ai fait de faux, et puis je pense que c'est utile, c'est qu'en fait, moi, je suis tellement vieux que je me souviens du Kickstarter d'il y a 10-15 ans quand ils sont lancés, et puis que pour moi, c'était la référence et c'était super. Mais avec le temps, Kickstarter a aussi évolué vers, pour presque se spécialiser dans une niche, et puis c'est la niche des tout ce qui est un peu jeux de plateau, jeux vidéo, etc. Donc là, il y a un bon exemple ici d'un projet qui a cartonné. Vous voyez, ils ont gagné 82 000 francs suisses, donc dollars, 1100 personnes qui ont backé le projet, puis on voit le truc. Donc, financé en 12 minutes. On dit, waouh, mais incroyable. Et après, on voit, en fait, c'est un jeu de plateau, etc. Et puis, en fait, moi, je me suis rendu compte de ça. C'est Kickstarter, derrière, ils sont presque un peu spécialisés dans ce type-là de produits qui sont vraiment des jeux de rôle, des jeux de plateau. Voilà, et ils ont toute une audience de gamers qui sont sur cette plateforme et qui sont prêts à débourser beaucoup d'argent pour ça. Mais si vous n'êtes pas dans cette niche-là, ce qui était notre cas à nous, vous aurez beaucoup moins de succès parce que ça va moins parler au public cible de Kickstarter. Voilà. Malgré toutes les erreurs qu'on a faites, on a quand même réussi la campagne Kickstarter de crowdfunding. Donc du coup, est-ce que ça valait la peine de le faire? Oui, très probablement, parce qu'on a atteint notre cible, mais c'était beaucoup moins simple que ce que je pensais. Donc tous les mecs qui vous disent « Oui, mais il y a qu'à lancer un Kickstarter ou un We Make It, et puis voilà », c'est beaucoup de travail de réussir. Donc là, je suis passé donc sur notre campagne à nous, Genius Lucky Medals, pour regarder un petit peu les statistiques. Donc là, vous voyez l'interface de Kickstarter du côté back-end. Je pense que c'est intéressant que vous voyez ça. C'est ce qu'on voit jamais d'habitude. Donc vous voyez la page publique, puis ça c'est la page en fait de la personne qui a le compte Kickstarter, et puis c'est ce qu'on voit derrière. Donc au départ, quand vous lancez une campagne Kickstarter, il vous demande c'est quoi votre objectif chiffré, combien vous voulez gagner d'argent grâce à la campagne. Et puis ça, faites très attention en choisissant ce chiffre, parce que ça aura une énorme implication. Vous ne pouvez pas le changer une fois que la campagne a été lancée. Et puis, la règle de ces Kickstarter ou autres, je crois que Ulule c'est pareil, We Make It, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est pareil aussi, c'est que si vous n'atteignez pas l'objectif, vous perdez l'argent. C'est-à-dire que les personnes qui ont mis de l'argent avec leur carte de crédit, etc., eux vont rien perdre, ils vont récupérer leur mise finalement, mais le projet se fait pas, puis donc vous perdez l'argent qui a été promis. Ce qui est vraiment pas cool et vous voulez pas arriver dans cette situation-là.
Donc en fait, on voit que nous, on s'est dit, on veut atteindre 4750, et puis on a obtenu un peu plus. Voilà. Et ça, c'est, on va dire, une campagne Kickstarter réussie, dans le sens où vous avez un objectif, et puis vous devez atteindre l'objectif, ou atteindre un peu plus que l'objectif. Voilà. C'est en fait assez rare, ces campagnes qui vont doubler, tripler, quadrupler l'objectif, parce que là, ça veut dire qu'il y a vraiment eu un mouvement viral qui a été démarré, et puis on pourra en parler pourquoi. Mais la plupart des campagnes Kickstarter qui ont réussi l'objectif, c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à ce chiffre de 4750 ? Nous, on n'a pas fait ça vraiment pour l'argent. Le but, c'était pas de devenir millionnaire avec un Kickstarter. C'était plutôt lancer le projet, lancer d'une manière un peu intéressante, avec quand même un petit peu un objectif pour qu'on puisse mesurer l'intérêt, mesurer les personnes qui répondent, etc. Mais en même temps, on voulait pas que ce soit inatteignable parce qu'on voulait que ça soit financé. Et puis, on voulait surtout ne pas avoir besoin d'investir des sommes faramineuses dans du marketing ou des choses comme ça. Puis au final, je pense qu'on a bien fait. Parce que si on s'était mis un objectif de 10 000, de 15 000 ou de 20 000, il y a de bonnes chances ça aurait été beaucoup plus difficile à atteindre. On l'aurait peut-être atteint, pour être franc. Peut-être que les 10 000, on les aurait atteints. Mais du coup, on aurait dû s'investir beaucoup plus. Et puis, un des premiers conseils que m'a donné un ami qui avait déjà fait du financement participatif, il m'a dit, il va se reconnaître, il m'a dit, hésite pas à être lourd. C'est-à-dire, hésite pas à harceler tes amis, leur écrire sur WhatsApp tous les 2 jours pour qu'ils t'aident, etc. Chose que nous, on a réussi à ne pas faire. J'ai envoyé quelques WhatsApp à des très bons amis, etc. Mais globalement, j'ai pas eu besoin d'harceler chaque personne. Et je pense que c'était très important. Donc là, les 62 personnes qui finalement nous ont aidés, c'est des gens qui ont vu les messages qu'on a mis sur les médias sociaux, des choses comme ça. Mais finalement, je les ai pas travaillé au corps, voilà, pour qu'ils payent. C'est clair que si tu veux 10 000 ou 20 000, etc., tu vas devoir beaucoup plus t'investir. Puis après, bah oui, le fait d'être lourd, en fait, le problème, c'est que même si les gens ils trouvent ton projet super ou ils veulent t'aider, etc., c'est juste que pour eux, il y a une friction. Ça prend du temps d'aller chercher sa carte de crédit, ça prend du temps de dire oui, ok, même si c'est pour 50 balles, c'est l'acte de payer quelque chose online. Il y a beaucoup de points de friction qui font que les gens ils repoussent ça plus tard et puis ils risquent de jamais t'aider alors qu'en fait ils voulaient t'aider. Donc voilà, ça peut être un problème. Sur Kickstarter, on te demande d'abord, puis je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle on a choisi la plateforme, c'est que nous, on aime bien, on est designer, puis on aime bien quand c'est beau, quoi, je veux dire, quand il y a un joli outil, une jolie interface pour mettre en valeur ton produit. Donc, en fait, c'est un peu comme un système de newsletter, dans le sens où tu as une largeur fixe, quoi, 650 pixels, un truc comme ça, et puis après, tu dois mettre des visuels pour vendre, en fait, ta solution, ton produit. Alors, nous, on a regardé un peu comment on l'a fait, on a regardé un peu les campagnes qui fonctionnaient bien, et puis on a regardé, voilà, généralement comment elles étaient construites. Puis on est un peu parti avec ce mode de fonctionnement-là. On s'est dit au départ, juste expliquer ce que c'est, grand visuel, parce que les gens lisent pas, donc juste comme ça, ils comprennent un peu visuellement qu'est-ce que c'est le truc. C'est une médaille en inox, il y a une interface digitale, on voit la médaille en gros plan, boum boum. Puis après, ce qui est bien, c'est de faire un peu des gifs animés ou des choses comme ça. Alors Kickstarter, t'aides pas du tout, hein, tu dois vraiment te débrouiller, mais faire des vidéos ou des gifs pour expliquer en gros, de manière un peu animée, comment ça marche et puis donner un peu envie, quoi. C'est ça qui est important. Donc on a commencé par ça. Après, on a fait un packshot du produit, puis après, on te dit, il faut raconter l'histoire. Explique un peu comment tu as créé le produit, etc., etc. Alors, on a beaucoup observé aussi, puis on s'est rendu compte que les gens sur Kickstarter, ils écrivent pas du texte. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'on pourrait se dire par rapport au référencement, ou que ce soit plus trouvable, il faudrait écrire du texte. Mais non, ils n'écrivent pas du texte. En fait, c'est du texte-image. Vous voyez, c'est une image, j'ai mis du texte dessus. Donc on l'a fait parce qu'on a copié ce que font les meilleurs, les Kickstarter qui marchent bien, et ils le font comme ça. J'ai de la peine à expliquer vraiment pourquoi. Je pense que c'est simplement une raison d'accessibilité, de juste lire le contenu, parce qu'il n'y a aucune option de mise en forme du texte. En plus, il est un peu petit, il est grisé, il est très très difficile à lire sur Kickstarter. Donc je pense que c'est plutôt pour ça que les gens mettent le texte en forme avec des images. Très important, montrez votre tête. Je sais que c'est pas facile quand vous vendez un truc de mettre votre tête comme ça sur le produit, mais en fait les gens, surtout sur un Kickstarter ou sur un crowdfunding, les gens ils achètent autant de projets que vous, c'est surtout qu'ils veulent t'aider toi. Donc c'est très important qu'ils arrivent à le lier à toi. On a mis quelques pubs sur les réseaux sociaux en fin de Kickstarter, et puis moi je me suis rendu compte que ce qui avait le mieux marché, c'était la pub où il y avait ma tête dessus, parce que du coup ils voyaient que c'était mon projet, puis ils cliquaient, puis après ils allaient voir le détail, etc. Donc n'ayez pas peur de vous mettre vous en scène, etc.
Ensuite, après, ben voilà, soyez très pragmatique, expliquez c'est quoi le produit, comment ça fonctionne, blablabla. Mais à ce niveau-là, si les gens ils ont déjà scrollé jusque-là, c'est qu'ils sont intéressés et puis ils ont envie de vous lire et puis voilà, d'en savoir plus. Donc vous voyez que c'est énormément de boulot. C'est-à-dire faire tout ce travail-là pour gagner 4000 balles au final, c'est pas hyper rentable. Je pense vraiment que si votre but c'est d'être riche, ne faites pas un crowdfunding, mais vous allez voir qu'après coup, il y a des tas de choses vraiment intéressantes qui vont découler de ce travail initial. Donc au final, je regrette pas du tout de l'avoir fait, mais c'est clair que ça prend beaucoup de temps pour mettre tout ça en place. Donc voilà, une chose très importante quand vous créez votre campagne de financement participatif, c'est des récompenses. C'est qu'est-ce que les gens vont vouloir vous acheter finalement ou payer pour obtenir quelque chose. Donc sachez déjà qu'il y a des gens, juste parce qu'ils sont cool, ils vont ne rien attendre en échange, ils vont juste vous donner du fric parce qu'ils veulent vous aider. Donc ça, merci d'ailleurs à ces gens, je vous remercie infiniment. Parce que ça, c'est les clients les plus simples. Et puis donc ça, il y a un formulaire de base qui est mis où tu peux mettre la somme d'argent que tu veux donner. Et puis voilà, ça c'est une donation. Mais après, il y a beaucoup de gens quand même, ils veulent quelque chose pour eux-mêmes. Et puis donc là, il faut bien imaginer les récompenses. Donc, j'avais lu différents blogs, et puis quelqu'un dans un blog disait « Faites pas des t-shirts avec votre logo, personne ne voudra jamais les acheter. » Alors, on n'a pas fait des t-shirts, mais on s'est dit, on a réfléchi par rapport aux sommes que les gens voulaient mettre. C'est-à-dire, on s'est dit, est-ce qu'on peut donner un prix à 20 francs Est-ce qu'on peut aussi donner pour environ 50 balles et puis ensuite, aller dans des récompenses plus hautes qui vont nous permettre à nous de gagner beaucoup plus d'argent. Alors là où il faut faire hyper attention à Kickstarter, c'est qu'en fait, vous devez en théorie fabriquer vous-même les récompenses. Enfin, vous ne pouvez pas revendre un truc qui existe déjà. Donc faites attention avec ça. Et puis, tout ce qui est mise en vente de tokens, donc ça va être des tokens, des NFT, des actions, ce genre de choses-là sont interdites. Donc c'est un peu dommage pour les startups, mais c'est interdit. Et puis il y a aussi un problème. Enfin, nous on avait ce problème. On voulait en fait organiser une sorte de fête, inviter nos premiers clients, etc. à une sorte de fête de lancement, etc. Et puis il y a dans les règles hyper précises, c'est dit toute mise en avant d'alcool ou de choses comme ça sont interdites. Et on s'est dit on va pas le tenter parce que si d'un coup ils associent la fête ou l'apéro avec de l'alcool, ils risqueraient de disqualifier la campagne. Parce que c'est ça le gros problème, en fait. C'est que vous allez lancer votre campagne avec ces récompenses-là, et puis ça va être accepté, parce que de toute façon, Kickstarter, il y a assez peu d'humains derrière, c'est beaucoup de l'algorithme, c'est beaucoup de la plateforme qui vous accepte ou pas le projet. Et puis après, c'est une fois qu'il est vraiment validé, puis qu'ils vont devoir vous verser l'argent, que là, il y a des humains qui regardent en détail votre campagne. Puis s'ils se rendent compte que vous avez mis en avant des tokens, ou de l'argent, ou des jeux de hasard, des choses comme ça, ou de l'alcool, là, ils peuvent vous disqualifier la campagne, et puis du coup, vous perdez tout. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Et on s'est dit, on prend pas le risque. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, très simplement, c'est qu'on a fait des tote bags sympas, un peu, qu'on a fabriqué nous-mêmes, des médailles qu'on pouvait acheter à l'unité, des médailles custom, des sets de médailles, des choses comme ça. Parce que aussi, ce qu'on voulait, on voulait tester notre propre produit. Puis voilà, donc on voit ce qui a bien marché, c'était typiquement c'était les médailles custom, ou même 2 médailles. Alors, 2 médailles parce qu'il y avait un avantage d'échelle, c'était moins cher, simplement, il y en avait 2, il y en avait une pour eux et une à donner. Et puis les customs, ça a bien plu, parce que c'était qu'ils pouvaient écrire quelque chose sur la médaille, et puis cette personnalisation, puis aussi parce qu'on a dit c'est un exclusif pour Kickstarter, je pense que ça a bien marché, et puis c'est ce qui fait que c'était probablement une récompense qui a eu du succès. Donc voilà, une fois que vous lancez en fait votre Kickstarter, vous avez une sorte de... Donc, juste une chose que je voulais dire avant ça, je pense que c'est intéressant, mais je vais revenir sur Ulule. Mon ami qui avait fait des campagnes sur Ulule m'avait dit Ulule, avant que tu publies la campagne, il y a un être humain qui suit ta campagne, en fait, qui va t'écrire, te donner des conseils, etc. Puis du coup, ils vont t'aider à améliorer la campagne. Et ça, je pense que c'est vraiment très cool. Moi, je ne l'ai pas utilisé personnellement, mais j'aime beaucoup l'approche parce que je pense que d'avoir une personne qui peut vous aider à améliorer le truc avant que ce soit lancé, c'est une énorme aide que nous, on n'a pas eu du tout avec Kickstarter. Même, je dirais presque au contraire. Kickstarter étant vraiment un modèle très... tout est automatisé derrière, c'est vraiment de l'algorithme, etc. Une fois que vous lancez votre campagne, donc une chose, et puis là je vous donne un des secrets derrière Kickstarter, et puis les campagnes Kickstarter qui cartonnent en fait, c'est déjà que vous ne devez pas, écoutez-moi, je vais vous regarder dans les yeux, ne lancez pas votre Kickstarter beaucoup trop tôt.
dans le projet. Nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, on s'est dit, on va annoncer le projet. Donc, on annonce, on dit qu'on fait ça. Et puis, du coup, on se dit, pour lancer ça, on va lancer un Kickstarter. Ce qui n'était pas débile. Parce qu'en fait, comment dire, au moment où vous lancez un projet, vous aurez de toute façon un pic d'intérêt. Les gens vont s'intéresser à ce que vous faites, qu'il soit bien ou pas bien, etc. Mais vous avez cette fenêtre de lancement, de tir, où là, vous aurez l'attention des gens, mais qui va durer 2 jours. Puis, on s'est dit, tant qu'obtenir l'attention des gens, autant essayer de leur vendre un truc ou essayer de placer cette campagne parce que du coup, ça va être un bon moyen, de lancer l'intérêt. Malheureusement, donc ça a marché au final, mais malheureusement, ces outils comme Kickstarter sont tellement, l'algorithme il est tellement sensible et on peut tellement un peu le jouer avec ou le biaiser que en fait ils vont ils vont réagir simplement au nombre de ventes. C'est-à-dire que si tu vas être sur la homepage de Kickstarter, tu dois avoir un énorme volume de ventes, plus haut que la moyenne, le premier jour. Et ça, c'est un secret vraiment que nous, on a découvert après coup. Regardez, je vous montre un petit peu donc là, on voit la somme qu'on a récoltée. Puis là, on voit la courbe, en fait, de quand c'est qu'on l'a récoltée. Donc, on a lancé le 21 septembre, et puis la campagne se terminait 40 jours après. Donc, vous pouvez en fait aussi définir la ligne temporelle, donc la time frame, du projet. On a cru comprendre que 40 jours c'était pas mal. J'ai assez bien aimé cette durée, c'est-à-dire que ça laisse le temps aux gens de découvrir le projet, mais ça fait aussi que c'est aussi pas trop long, parce que si vous faites du marketing et puis en parler sur les réseaux sociaux, etc. pendant 2 mois ou 3 mois, c'est beaucoup trop. Vous allez lasser tout le monde. Donc je pense que c'était une assez bonne durée. Mais regardez ce qui se passe. Le premier jour, on passe de 0 à on avait déjà 1200 balles qui sont rentrées le premier jour. Moi, je me suis dit, waouh, génial. Donc, on était déjà à un gros quart, en fait, du but. Donc, c'est un super lancement, en fait. Mais pour Kickstarter, c'est pas assez. Puis c'est ça, en fait, le secret de Kickstarter. Ce que lui, il attend, il veut voir un lancement de genre, ça a été 50% funded ou 80% funded le premier jour. Puis c'est là où il y a des petits malins qui arrivent à bugger Kickstarter, c'est qu'en vérité, leur campagne, ils la démarrent bien à l'avance. C'est-à-dire qu'ils annoncent déjà leur projet, ils ont une newsletter, ils ont une mailing list, ils ont mis tout ça en place. Puis c'est au moment où ils lancent le Kickstarter qu'ils disent à tout le monde « go, 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 achète ». Donc en vérité, ils ont déjà un gros nombre d'acheteurs, typiquement pour les jeux de plateau, les jeux de rôle, etc. En fait, ils ont une mailing list de gens qui sont prêts à acheter le jeu, et puis ils leur disent, tu l'achèteras sur Kickstarter au moment où il sort. Puis boum, le jour où ils lancent le Kickstarter, ils annoncent. Ce qui fait un énorme pic le premier jour, et c'est ça en fait qui va automatiquement placer le projet sur l'une des pages d'accueil de Kickstarter. Donc si je retourne sur le site ici, ce projet, c'est évident qu'il a été sur la page d'accueil de Kickstarter ou une des grosses pages de catégorie. Et puis donc là, ils ont profité de la visibilité de Kickstarter. Mais dites-vous bien un truc, si vous n'êtes pas dans ces 5-10% des projets qui explosent le premier jour, il va jamais vous mettre en avant. Puis nous, c'est ce qu'on a eu. On n'a jamais été mis en avant spécialement par Kickstarter. On n'a pas été non plus Project We Love, alors que je pense objectivement que je ne suis pas objectif, mais je pense que notre projet aurait mérité d'être Project We Love, surtout quand je compare à d'autres projets. Mais c'est juste qu'on n'a pas eu une explosion des ventes le premier jour. On a juste vendu déjà 25-30% et c'était manifestement pas assez pour l'algorithme, pour qu'on monte assez haut. Donc réfléchissez bien à ça. Faites un peu monter le truc, ayez une liste de gens qui sont prêts à acheter, puis le premier jour, bam, ils doivent acheter, et puis du coup, vous allez être mis en avant par l'algorithme de Kickstarter. Je ne sais pas si ce fonctionnement est propre à Kickstarter ou est propre aux autres systèmes de crowdfunding, mais en tout cas, nous, je pense qu'on a assez souffert de ça. Après, ce qui est intéressant de regarder, alors ils vous disent, c'est l'argent qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire on voit les sources, d'où viennent les gens, typiquement c'est notre site, c'est Genius Lucky, c'est nos médias sociaux, puis après ils disent le trafic interne, c'est-à-dire les gens qui viennent de Kickstarter et qui ont dépensé ça. Moi j'y crois pas, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a fait tout le travail nous-mêmes. Vous voyez vraiment Kickstarter en tout cas comme une plateforme qui est une très bonne plateforme, je pense, de publication, etc., qui est pratique, qui est bien conçu, mais voyez pas ça comme un outil marketing. Le trafic qui viendra à Kickstarter, à moins que vous ayez Project We Love ou vraiment homepage, il va être extrêmement, extrêmement faible malheureusement.
Après, une autre chose, donc je découvre un peu au fur et à mesure, hein, mais là, vous voyez donc la progression. Ce qui est très, très intéressant à voir, puis je pense que ça, c'est propre à tous les projets de financement participatif, c'est que vous pouvez avoir une explosion au départ, mais après, vous voyez un très, très grand plateau. Des gens qui finalement, ils n'ont pas acheté le premier jour, ou voilà, ils étaient, ouais, je vais attendre, j'ai le temps. Parce que là, il y avait 40 jours. Puis du coup, c'est qu'à la fin où les gens, ils stressent et puis ils vous aident. Donc en fait, partez du principe que c'est globalement dans la dernière semaine que ça se fait un peu. Si vous n'êtes pas à l'objectif, paniquez pas. Paniquez pas parce que vous pourrez normalement le combler sur la dernière semaine. C'est là où les gens, pressés par le temps, ça marche un peu comme ça. Hein. Le fait qu'il y ait une deadline, que après vous pourrez plus acheter ce produit, en tout cas sous cette forme-là, et puis à ces conditions, puis surtout que si les gens ils ont l'impression de perdre quelque chose s'ils ne bougent pas à ce moment-là, eh ben, vous aurez bien fait votre job. Puis, il y a une autre pression, c'est que finalement, si vous n'arrivez pas à l'objectif, vous allez perdre de l'argent. Puis ça, c'est quelque chose cette peur, vous l'aurez vous-même, hein, en tant que personne qui lance la campagne, mais vos clients vont aussi le ressentir, puis vont avoir l'impression, et c'est vrai finalement, qu'ils doivent agir, et c'est vraiment un call to action. Même s'ils trouvent votre projet cool, mais voilà, bah du coup, ils vont quand même se lever leur derrière, aller chercher la carte de crédit, mettre leur numéro de carte de crédit et puis payer, même si c'est pour 50 balles, c'est symbolique, mais finalement c'est très très important. Puis finalement c'est ça qui fait que ça fonctionne plutôt bien, ces campagnes participatives, parce qu'il y a un objectif et qu'il y a une date fixe. Après, ce grand plateau, il est hyper dur à aborder émotionnellement, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, que vous n'allez jamais y arriver, et puis, etc. Donc c'est un peu la panique. D'ailleurs, un truc qui est très très important lié à Kickstarter, mais je pense que c'est pareil pour les campagnes. Certains amis me disaient « Ah, mais c'est pas grave, de toute façon, si tu n'arrives pas à la fin, t'as qu'à en fait mettre de l'argent toi. » Ben, en fait, c'est quelque chose qui est formellement interdit dans les conditions de Kickstarter. Donc, s'ils se rendent compte que vous avez mis de l'argent, vous, c'est très facile, hein, parce qu'ils connaissent votre numéro de carte, ils voient votre nom, etc. Et ben, du coup, le risque, c'est que vous perdiez le financement, et puis donc, ils ne vous versent jamais l'argent. S'ils arrivent à prouver que vous avez vous-même rajouté de l'argent. Donc faites hyper attention à ça. Donc moi, pour être franc, j'avais des proches, typiquement ma famille, qui n'avaient pas mis d'argent, qui n'avaient pas acheté finalement, puis que j'avais en renfort au cas où le dernier jour, on n'y arrivait pas, ils seraient intervenus, puis ils auraient mis de l'argent et ils auraient acheté quelque chose, et on n'a pas eu besoin de le faire. Mais gardez en tête d'avoir un peu un plan B, un plan de backup, que si jamais vous n'y arrivez pas et que vous êtes à 80% du truc, bah, que les gens puissent finalement vous aider, mais il ne faut pas que ce soit vous-même. Donc faites vraiment attention, si vous lancez la campagne, vous n'avez pas le droit de vous aider vous-même. Et ça doit être les gens autour de vous. Donc faites gaffe avec ça. Sinon, voilà, je regarde un petit peu, hein, mais vous voyez le nombre de vues de la vidéo, vous voyez la popularité des différents rewards. Tout ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de finalement avoir des statistiques très précises sur l'évolution du projet. Puis là, nous, on était vraiment complètement newbies, c'était notre premier projet, puis moi, je l'ai vu un peu comme une expérimentation de l'innovation. C'était cool de faire une fois une campagne de crowdfunding, puis le faire sur nous-mêmes. J'ai trouvé ça utile. Mais je pense que vous devenez meilleur en meilleur. Plus vous faites ce genre de choses-là, avec des nouveaux produits, etc., bah, plus vous saurez exactement quand communiquer, quel budget, etc. Et puis, au final, je pense que vous devenez bon. Mais la première, mettez pas un objectif débilement haut parce qu'il y a de bonnes chances que vous vous plantiez. Parce que vous allez faire plein d'erreurs comme moi. Et ma plus grande erreur a été de choisir, je pense, la mauvaise plateforme au départ. Je voulais encore mettre l'accent sur l'un des aspects qui m'a pas du tout plu dans Kickstarter. C'est qu'en fait, on se rend compte que... Et ça, on se rend compte au moment où on lance la campagne que toutes ces promesses de finalement le truc allait exploser, puis qu'on allait être sur la homepage, qu'on allait devenir millionnaire en 2 jours, c'est vraiment c'est que du vent. Et puis 2, il y a tout un espèce de système un peu puant derrière. Donc je tenais aussi à vous montrer ça. Vous voyez, ici, j'ai une boîte de messages, puis on voit les messages qui m'ont été envoyés pendant le Kickstarter. Donc j'ai 12 pages de messages. Je ne vais pas vous montrer, bien sûr, les messages des vrais clients, mais je vais vous montrer ce que j'ai reçu immédiatement au moment même de la publication de ma campagne. Donc c'est des messages de Ron Jones, de Olivia Williams, etc., que je connais évidemment pas, qui sont évidemment pas des clients, mais qui sont en gros des gens qui essaient de me vendre des trucs. Donc sachez qu'au moment même où vous allez lancer votre campagne Kickstarter, vous allez être assailli d'emails de gens qui vous veulent que du bien, qui vont essayer de vous vendre des trucs.
Donc le truc typique, c'est que tu les payes, ils vont faire une contribution genre de 50 balles, etc. Puis ils vont te mettre dans des newsletters, dans des listes en fait, dans des listes qui vont mettre en avant ton projet pour que tu aies plus de backers. Alors, l'idée, parce que ce que tu veux, c'est que des gens remarquent ton projet et puis finalement achètent ta médaille. Donc, enfin, ta médaille, pour moi, c'était une médaille. Pour vous, ça peut être autre chose, bien sûr. Et du coup, le truc, c'est que vous recevez tous ces posts, etc. Et puis au début, vous n'allez pas y accorder d'importance. Vous êtes là, ouais, bon, mais finalement, voilà, les gens, ils vont bien acheter par eux-mêmes, etc. Mais vous voyez, dans ce plateau où personne n'achète votre projet, vous commencez à paniquer. Puis au bout d'un moment, il y a des gens, moi je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'il y a des gens, très facilement, ils craquent. Ils commencent à payer de l'argent à ces mecs-là parce qu'ils veulent être diffusés, ils veulent que leur projet soit vu. Et ça, c'est à mon avis une énorme erreur parce que la plupart, ça va être que du spam. Alors même s'ils ont 1 million de personnes dans leur social media ou newsletter, tu peux être sûr que c'est que du spam. C'est vraiment c'est même pas des vrais humains qui sont derrière. Et puis il y en a certains qui sont des vrais, qui sont des vraies agences qui sont spécialisées là-dedans. Donc ils font des campagnes de pub, des choses comme ça. Et puis tu le vois, en fait, les projets qui ont le mieux marché sur Kickstarter, à la fin, ils sont signés. C'est écrit boosté grâce à, je sais plus, Jute. Enfin voilà, ils ont différents noms. Donc tu vois qui a boosté le projet, en fait. Et puis voilà. Alors là, tu comprends bien qu'en fait, le projet, il est arrivé à ce niveau-là de fame parce que vraiment, il a été vu littéralement par des millions de personnes. Ils ont des listes de millions de personnes qui vont spammer avec ton projet. Le problème de faire ça, c'est l'image de ton projet va être un peu bof parce que les gens seront fait vraiment spammer, allumés par ce genre de trucs-là. Et puis, l'autre gros problème, en fait, c'est que quand tu signes avec ces mecs-là, tu vas leur donner une partie de tes revenus, de ton bénéfice, en fait. Donc, certains, ils disent, on n'est pas très cher, mais tu nous payeras au bénéfice, etc. Mais en fait, au final, tu risques de devoir leur donner 50 ou 60% de tes gains. Donc, il faut faire vraiment, vraiment attention avec ce genre de choses. Donc voilà, nous, on s'est dit, on le fait vraiment un peu à l'ancienne. On l'a fait nous-mêmes avec nos propres moyens, notre propre réseau, nos propres amis, et on a réussi. Donc là, vous voyez à quoi ressemble un succès Kickstarter normal. C'est-à-dire un objectif de 5000 balles, on l'a atteint, on a eu une 60aine de personnes qui nous ont aidés, beaucoup de gens qu'on connaissait, etc. Mais c'est un succès modeste, mais c'est un succès Kickstarter. Et c'est surtout un succès sans tricher. Parce que voilà, vous pouvez tricher, vous pouvez investir 10 000 $ de pub Facebook et puis gagner 12 000 $. Mais au final, est-ce que vraiment c'est un succès ? Voilà, et surtout, vous aurez saoulé tout le monde. Et puis, il y a en plus ce gros risque que vous deviez payer ces entreprises qui en ont fait leur business model. Donc, vraiment réfléchissez avec ça. Et puis voilà. Donc, pour terminer, en conclusion, est-ce que je vous conseille de faire du financement participatif ? Oui. Je pense que le principe est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que pas pour Kickstarter lui-même ou pour l'outil. Ça vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup, faut faire très très attention. Ça peut être un peu puant parfois, mais où ça nous a beaucoup aidé nous, c'est que dès le départ en fait du projet, on a maintenant une communauté de personnes qui ont reçu notre produit, qui l'utilisent, qui en parlent autour d'eux, qui peuvent le montrer. Et puis c'est ce qu'on appelle les early adopters en innovation. Et c'est ce qui est le plus important, c'est d'avoir ces premières personnes qui croient en vous, qui ont envie de vous aider, qui savent ce que vous faites. Et puis je pense qu'il n'y a rien de mieux que leur donner le produit, leur mettre le produit entre les mains. Et puis c'est pour cette raison que je vous invite à faire du financement participatif. Après, c'est pas facile, il faut bien choisir son outil, il faut pas le prendre à la légère, c'est un vrai boulot. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo honnête vous aura aidé dans ce sens-là. Voilà, c'était Steph, et puis je vous souhaite une très très belle année 2023. Et puis si vous voulez vous abonner à notre chaîne, c'est très volontiers, vous cliquez en dessous, et puis on va faire d'autres vidéos dans ces prochains mois, sur les design sprints, sur Genius Lucky, sur tout ça, en vous montrant un peu les backstage. Voilà, bye bye, salut à tous.